Grand Angle qui pose aujourd'hui cette question, est-ce la fin du dollar? La monnaie américaine est aujourd'hui encore la monnaie de référence mondiale, la moitié des échanges commerciaux planétaires se faisant en billets verts, un outil de domination et d'influence géopolitique pour les États-Unis que certains pays comme la Chine en tête, mais encore la Russie ou le Brésil veulent contrecarrer, et pourquoi pas avec le lancement de leur propre monnaie. On en parle avec vous, Jean-Michel Quatrepoint, vous êtes journaliste économique, auteur aussi de nombreux essais comme Le choc des empires, avec vous Binta Barry, vous êtes avocate, et avec vous Slimane Zeguidour, vous êtes notre éditorialiste sur TV5 Monde. Alors, le dollar est-il condamné? Avant d'en débattre, eh bien, on va écouter Lula, le président brésilien qui s'est exprimé il y a quelques heures sur la question lors de sa visite en Chine. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi ne pouvons-nous pas commercer dans notre propre monnaie? Et pourquoi n'avons-nous pas la volonté d'innover? Nous avons besoin d'une monnaie qui mette les pays dans une situation un peu plus sereine. Car aujourd'hui, un pays doit courir après les dollars pour exporter, alors qu'il pourrait exporter dans sa propre monnaie. Et les banques centrales pourraient certainement s'en charger. C'est vrai ça, Jean-Michel Quatrepoint. Qui a décidé que le dollar serait la monnaie de référence mondiale? Ça remonte à Bretton Woods en 1944. Oui. On a dessiné le nouveau système financier international. Oui, et qui s'est organisé autour de la puissance dominante, qui était les États-Unis. Vainqueur de cette guerre. Vainqueur de cette Seconde Guerre mondiale. Voilà. Les États-Unis ont pris la place de la Grande-Bretagne. Bon. Donc, la monnaie dominante est celle du pays qui domine. Et les États-Unis ont dominé pendant 60 ans, 70 ans, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, il ne faut jamais oublier ça. Et le dollar était une valeur refuge. Alors dès 1965, Lula n'a rien inventé, il y avait un homme qui s'appelait Général de Gaulle qui avait dénoncé le privilège exorbitant du dollar. Ça commençait à tanguer pour le dollar dans ces années. Oui, mais déjà. Et la guerre du Vietnam. Oui, et la guerre du Vietnam, oui, parce que les Américains finançaient leur guerre du Vietnam grâce au dollar et à leur déficit. Et donc De Gaulle avait dénoncé ce privilège exorbitant. Il avait même commencé à rapatrier les stocks d'or qui étaient tous détenus quasiment aux États-Unis, à la Réserve fédérale de New York. Je les ai vus, moi, les stocks d'or à l'époque. Il avait envoyé un cuirassé. Oui, tout à fait, pour les ramener. Hein. Et ce qui avait beaucoup indisposé les Américains. Et puis en 71, les Américains ont décidé unilatéralement de décrocher le dollar de l'or, c'était le 15 août 71. Avec une volatilité de la monnaie. Et ensuite, on a dit la monnaie va fluctuer, et fluctuer en fonction des intérêts, évidemment, des États-Unis. Donc, tout ça, alors les Chinois, eux, ont commencé à manifester une envie d'exister en tant que puissance monétaire, ça fait déjà une quinzaine d'années. On n'y a pas trop prêté attention à l'époque, mais je me souviens qu'en 2008, ils ont fait un premier accord de swap. C'est-à-dire un swap, c'est un échange entre les deux monnaies avec l'Argentine. Et une partie du commerce entre la Chine et l'Argentine était libellée en yuan et en peso argentin. Et c'était le premier signe. Il y a eu un deuxième signe important, c'est en 2012. La Chine et le Japon ont négocié un accord, c'était un gouvernement centriste japonais, ils ont négocié un accord où une partie de leur commerce devait être libellée dans les monnaies respectives, yen et yuan. Et en plus, les Japonais s'engageaient à acheter des bons du trésor chinois libellés en yuan. Ça n'a pas tardé, le gouvernement japonais centriste a été remplacé par Shinzo Abe, de la droite nationaliste japonaise, et qui ne pouvait rien refuser aux Américains. Binta Barry, justement, on vient d'écouter Jean-Michel Quatrepoint, on comprend comment le dollar et comment a préservé sa situation dominante malgré ses coups de boutoir quand même de rivaux internationaux. Mais comment, selon vous, les États-Unis ont préservé cette légitimité du dollar? D'ailleurs, est-ce que le dollar est vraiment légitime comme monnaie dominante mondiale? Merci de me recevoir ce soir déjà. Je pense que la question de la monnaie tourne autour de celle de la confiance. C'est-à-dire que une monnaie est légitime parce que les populations, les business ont confiance en la capacité de pouvoir utiliser cette monnaie comme monnaie d'échange, principalement pour le commerce. Les États-Unis sont une grande puissance mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont réussi à préserver cette position dominante avec pas mal d'instruments, notamment au-delà
ce qu'on pourrait voir traditionnellement économique, etc., mais plutôt de soft power. Et je pense que cette situation dominante n'est pas prête de s'éteindre. D'être bousculé? Par contre... je pense qu'on ne va pas forcément être d'accord sur le plateau. C'est pas ça, c'est que, je vais dire, le dollar, le billet vert est accepté partout dans le monde. Tout le monde connaît le billet vert dans les coins les plus... C'est la monnaie universelle, en clair. Alors que l'euro, personne ne connaît. Exactement. Vous allez avec un euro en Afrique, en Amérique du Sud, on l'échange, mais la population ne connaît pas l'euro. C'était la force du dollar. Le billet vert, c'est le green box. C'est lié au PIB de la part de l'Europe dans le PIB mondial. La Chine a 27% du PIB mondial est chinois. Les Américains, c'est 17%. Les Européens, sans doute... Enfin, en parité de pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Donc, des réserves de change aujourd'hui dans le monde sont détenues en dollars. Mais c'est justement, Slimane, c'est ça aussi qui fait la force du dollar et des États-Unis, c'est que 40% de la dette mondiale est libellée en dollars. Oui. C'est un instrument énorme en termes de géopolitique. Non, mais bien sûr, on n'est pas encore à la fin de l'hégémonie du dollar. Mais il y a eu 3 dates en tout. 1945, qu'on vient d'annoncer, donc l'instauration du dollar comme monnaie de réserve, monnaie étalon. 1971, le découplage du dollar avec l'or qui a poussé des puissances comme la France à retirer leur or des États-Unis. Mais il y a une 3e date, c'est le 26 février dernier, lorsque la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, la France et l'Allemagne et l'Italie ont décidé de geler l'argent de la Banque centrale russe, c'est-à-dire en devises étrangères, 700 milliards de dollars. 300 milliards. Oui, et à ce moment-là, ça a fait peur à pas mal de pays. Et ça a été une secousse qui a été ressentie dans le monde entier, parce que toutes les puissances se sont rendues compte qu'en disposant de réserves en dollars, elles s'exposaient, elles encouraient le danger d'être frappées en retour par les Américains. C'est la question de l'extraterritorialité. D'où la volonté d'instaurer des monnaies alternatives. Et la Chine, comme elle contrôle à peu près 40% du commerce mondial, elle a la force de le prouver. Et d'ailleurs, le siège du FMI pourrait changer et aller s'installer à Pékin. Et justement, Slimane, on est au cœur du problème avec ce que vous évoquez. On va tout de suite regarder aussi quels sont les avantages concrets qu'ont les États-Unis à conserver leur dollar comme monnaie principale des échanges mondiaux, comme monnaie de réserve. Et on va revenir aussi sur les déclarations de Lula qu'on a entendues il y a quelques instants. Ça dit beaucoup de choses avec Mévalo. Regardez. Lula est de retour en Chine, près de 20 ans après sa première visite. Avant Pékin ce vendredi, Shanghai, pour l'intronisation à la tête de la Banque des BRICS qui réunit le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud, de Dilma Rousseff, sa disciple qui lui a succédé à la présidence brésilienne en 2011. L'occasion pour l'ancien syndicaliste revenu au pouvoir de dire au monde que son pays est de nouveau sur la scène internationale et de s'en prendre au dollar. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Pourquoi une banque comme les BRICS ne pourrait-elle pas avoir une monnaie capable de financer les relations commerciales entre le Brésil et la Chine et entre autres les autres pays des BRICS? Le ton est donné, la guerre au billet vert une nouvelle fois déclarée. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la première monnaie de réserve mondiale. Les différentes banques centrales nationales, qui constituent des réserves de change à la fois en devises étrangères et en or, le font en majorité en devises américaines. Utilisées aussi dans la plupart des échanges commerciaux entre pays et dans les contrées les plus reculées du monde. Une suprématie monétaire vainement contestée par le Japon. La création de l'euro s'est faite avec l'aval de Washington. Sa part dans les réserves des banques centrales stagne autour de 20% contre 60% pour le dollar. Mais la Chine verrait bien sa monnaie supplanter ce symbole de la puissance économique américaine et elle multiplie les accords avec certains de ses partenaires commerciaux pour s'en passer et libeller leurs échanges en yuan ou dans les monnaies respectives des pays. Le Covid, la guerre en Ukraine, les sanctions économiques visant la Russie, les faillites récentes de certaines banques occidentales ont accéléré la défiance à l'égard du dollar.
La défiance contre le dollar, la peur, on va y revenir justement, qui a provoqué aussi cette guerre en Ukraine avec les sanctions contre la Russie. Et ça pousse pas mal de pays aujourd'hui justement à se dire, il faut que le dollar, on s'en débarrasse en fait. Oui, mais c'est à cause de l'extraterritorialité du droit américain. Justement, expliquez-nous ce que c'est que cette extraterritorialité. C'est important. Hein. Les Américains estiment que toute transaction en dollars transite par les États-Unis. Donc ils ont un droit de regard dessus. Donc ils ont un droit de regard. Donc si vous commercez, la Russie est sous sanction, mais avant il y avait le Soudan, l'Iran, etc. Donc si je commerce, je suis une banque, comme BNP Paribas par exemple, si je finance des opérations sur le Soudan, qui est sous sanction américaine, ça transite forcément par les États-Unis, et à ce moment-là, je rentre dans le champ des sanctions. Et les Américains ont un moyen de pression formidable, c'est qu'ils expliquent à la banque, si vous ne payez pas l'amende, vous ne pouvez plus exercer aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé justement en Iran aussi pour pas mal de sociétés françaises. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, vous y regardez à deux fois avant de traiter avec ces pays. Ouais. Et avec la guerre en Ukraine, les sanctions ont été étendues, élargies. Il y avait déjà des sanctions avec la Russie, ça a été étendu, élargi. Et comme beaucoup de pays commercent avec la Russie, ne serait-ce que pour leur acheter des matières premières, donc à partir de là, ils se sont dit, mais c'est un problème. Donc, d'où l'idée, effectivement, de se passer du dollar dans les échanges commerciaux. Oui, et on voit que c'est en train d'arriver avec les BRICS, notamment. Les BRICS, oui. Hein, on rappelle ce que c'est. Hein, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, justement. Et eux, ils veulent utiliser leur propre monnaie. On se dirige quand même vers le yuan, hein, Bint Tabari. Hein. Peut-être. En tout cas, les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. C'est maintenant un PIB sur ces 5 pays qui est supérieur au PIB des pays du G7. Environ 31,5%. C'est aussi des pays qui, traditionnellement, ont des rapports privilégiés avec l'Afrique parce qu'ils ont partagé pendant très longtemps les mêmes contraintes. Sur la question des matières premières, qui, justement, dont les échanges se font principalement en dollars, oui. Là, il y a quelque chose d'important à jouer. Hein. Exactement. Oui. Et donc, ces anciens pays qui ont fait partie à un moment de cette mouvance des non-alignés à l'époque critique de la guerre froide, ont une volonté finalement de retrouver une certaine souveraineté, une certaine autonomie économique vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Occident en général. Et on le sait, l'un des attributs de la souveraineté, c'est la capacité de pouvoir contrôler, battre sa propre monnaie. Cela leur permettrait d'être autonomes et de pouvoir plus facilement commercer dans le monde dans une monnaie qui serait arrimée, donc qui serait, on va dire, dont le sous-jacent serait, si ça se matérialise, toutes les commodities oui. qu'elles produisent. Alors ça, c'est l'idée. Mais est-ce que c'est possible concrètement? Je vous vois un peu dodeliner de la tête là. Slimane, allez-y. Un des principaux soutiens du dollar, c'est le commerce du pétrole, oui. qui reste la première source d'énergie au monde. On en consomme à peu près 100 millions de barils chaque jour, dont 10 millions uniquement par la Chine, qui est le plus gros consommateur de pétrole. Et un pays qui était jusqu'ici un allié, mais vraiment indéfectible des États-Unis, à savoir l'Arabie Saoudite, oui. vient de décider d'échanger avec son principal fournisseur et son premier client, c'est-à-dire la Chine, en rial saoudien et en yuan chinois. On voit bien là, ça c'est un tournant majeur. La Chine tissait sa toile, hein, clairement là. Non, hein, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Ça fait 15 ans qu'elle oui, c'est ça. Comme elle n'a pas réussi avec le Japon, elle a battu en retraite. Et là, elle a développé l'idée de j'ai les routes de la soie. Grand projet d'infrastructure. Oui, ça aussi, c'est un outil d'influence. J'investis, je prête aux pays qui vont accueillir les infrastructures des routes de la soie, je leur prête pour développer ces infrastructures. Alors, je ne sais pas... c'est le cas avec le Pakistan. Oui, mais le Pakistan, en Afrique, un peu partout. Ça pose un problème d'ailleurs parce qu'un certain nombre de ces pays sont surendettés. Oui. Et la Chine, maintenant, prête à ces pays qui sont étrangers et elle prend le rôle du FMI d'une certaine manière. Elle prêteur en dernier ressort. Oui. Elle a prêté, je crois, avec total 900 milliards de dollars quand même sur les infrastructures. 400 milliards rien qu'au Pakistan. Alors, on arrive déjà à la fin de ce débat. Il reste 1 minute. J'ai une question à poser à chacun. La même. Est-ce qu'on se dirige vraiment vers la fin du dollar ?
Mita Le Bari. poids, Wait and see. Wait and see. On est sur une chaîne francophone, donc on attend. Attendons de voir. Oui. Non, ce ne sera pas la fin du dollar, mais c'est la montée du yuan, indiscutablement. Et progressivement, le yuan va s'affirmer Un rééquilibrage, en tout cas. comme l'autre monnaie. Slimane, 10 secondes. ce n'est pas la fin du dollar, mais c'est le début de la fin d'une certaine hégémonie américaine. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette question primordiale, on l'a compris justement dans ces échanges et avec toutes ces informations que vous nous avez données et décryptées. Merci à vous d'avoir été avec nous.